Elle est l'auteur de plusieurs romans, tous parus chez Albin Michel. Un temps égaré, paru en 2014, primé au festival du premier roman à Chambéry. À l'ombre des vainqueurs, 2014 également, qui a reçu le prix du roman historique de Blois et le prix des romancières. Et le troisième, donc, qui vient de paraître et dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'intitule « Mon nom est Otto Gross ». Alors, un roman, ça naît d'une sensation, ou parfois d'une idée, d'un oubli, d'une odeur, d'un visage, d'un rêve nocturne, d'un désir fou. Comment est né celui-là? Alors, pour aucune de ces raisons, parce qu'il est né par hasard. Il s'est trouvé qu'un jour, quelqu'un a prononcé devant moi ce mot, ce nom, Monte Verita, la montagne de la vérité. Et il m'a raconté l'histoire d'une colonie qui avait été créée, fondée par des Européens dans le Tessin suisse, à côté d'Ascona. Et cette histoire était tellement extravagante, j'ai cru qu'elle se passait dans les années 60, qu'on était en plein cœur de mouvements hippie. Or, pas du tout, nous étions largement avant 1914. J'ai commencé à faire des recherches, et là, je veux dire que j'ai été subjuguée, parce que tout à coup, voilà, il y a une colonie de gens qui est là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent nus en pleine nature, ils font de la méditation, ils récitent du Lao Tzu. Certains sont bouddhistes, d'autres sont des théosophes. C'est les dieux, presque. C'est carrément les dieux. Certains vivent dans des grottes. Il y a Hermanès, par exemple, il est là, il vit dans une grotte à côté de son maître, Gusto Gräser. Mais en dehors de ce côté, je dirais presque un peu comme ça, peace and love de ces gens-là, il y a autre chose qui se passe autour d'eux et qui est l'anarchisme. Non, l'anarchisme est aussi beaucoup d'adolescents en fuite. Donc c'est un endroit assez contradictoire. Et c'est dans cette colonie pré-hippie, un peu dans ce Woodstock, que j'ai découvert Otto Gross, qui était le psychanalyste de cette communauté. Otto Gross, qui était vraiment entouré d'une aura très sulfureuse, qui engageait tout le monde au communisme sexuel, qui était pourchassé par toutes les polices d'Europe et qui étaient les polices de son père. Voilà comment ça a démarré. Alors, comment ensuite, mais c'est presque une question qui découle de la seconde, comment le personnage d'Otto Gross, comment la figure d'Otto Gross, donc neurologue autrichien, pionnier de la psychanalyse, féministe, anarchiste, donc à la charnière du 19e et du 20e siècle, comment s'est-il imposé en tant que personnage dans une fiction, plutôt que une vie rêvée, un récit, car c'est un roman. Oui, parce que lorsque j'ai commencé à creuser un peu ce personnage d'Otto Gross, et lui et surtout le personnage, et aussi le personnage de son père, il y avait dans ces découvertes des éléments d'une tragédie. Une tragédie au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les éléments d'un chant. Et il y avait dans cette vie que Otto Gross a traversée, qui allait de la Patagonie, qui a traversé tous les endroits de contre-culture européens, il y avait des éléments qui étaient très épiques, mais aussi des éléments humains profonds. Et j'ai voulu faire parler ces gens plutôt que de faire un essai. De lui, vous dites ce que Nietzsche disait de lui-même: je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. C'est-à-dire... La référence à Nietzsche, je suis désolé pour les gens qui détestent la philosophie allemande, mais la référence à Nietzsche, elle s'impose quand on parle d'Otto Gross. Je ne vais pas vous faire un cours, mais il y a un élément chez Otto Gross qui est totalement, je dirais, inspiré du philosophe allemand, c'est la haine de la morale, c'est l'immoralisme. Nietzsche disait: la morale, c'est le danger des dangers. Et parce qu'il considérait que les dogmes séparaient les hommes d'eux-mêmes et séparaient les hommes de la nature. Donc, Otto Gross, effectivement, a été de la dynamique parce que son objectif profond... C'est un Dionysos égaré dans la mythologie européenne. C'est un Dionysos aussi. C'est un Dionysos, c'est un dieu de la démesure qui voulait faire dynamiter le patriarcat et dynamiter la société, absolument. Alors, dans la famille Gross, il y en a un qui pèse lourdement sur la vie de son fils, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le père. Hans Gross, qui est aussi un personnage connu, donc magistrat et criminaliste, vous dites l'un des fondateurs de la criminologie moderne avec l'italien Lombroso et le français Bertillon. Tout semble, dans la vie d'Otto Gross, tout semble découler de ce
de ce nœud tragique oedipien. Enfin, comment est-ce que vous définiriez leur relation? Enfin, elle est extrêmement curieuse. Hans Gross, au départ, c'est un juge, c'est un magistrat. C'est un homme qui est imprégné des valeurs de l'Empire, imprégné des valeurs du patriarcat. Mais c'est aussi un immense scientifique. En fait, c'est le fondateur de ce qu'on appelle maintenant la police scientifique. Il s'intéresse à tout ce qui surgit en matière de science. La radiologie, la minéralogie, la psychanalyse, la psychiatrie. C'est un grand moderne. Mais c'est aussi un homme qui défend les valeurs de la société patriarcale, qui a un mépris pour les femmes qu'on n'imagine même pas de nos jours. Et il a un fils, cet Otto, qui est absolument à sa mesure en apparence, parce que cet Otto est un petit génie, vraiment un génie, il peut retenir 15 pages de Platon par cœur, mais en plus il est très bon, donc pour un père c'est vraiment extrêmement valorisant, mais Otto Gross porte 3 stigmates qui sont, pardonnez-moi, qui sont presque ce que son père appellera des stigmates de folie. La première, c'est que c'est un petit garçon qui adore les animaux. On imagine que de nos jours, ça ne pourrait pas être un stigmate de folie, mais dans ce temps-là, au début du XXe siècle, c'était un signe de féminité, si vous voulez, et il y avait ça, il aimait les animaux, il défendait la cause des femmes très très jeune, et la dernière chose, c'est qu'il donnait tout ce qu'il avait aux vagabonds. Et son père, dès le départ, s'en était terriblement méfié. Alors, on a parlé de Dionysos. Pour rester dans la mythologie, ce père, c'est presque un Saturne qui dévore son enfant. C'est un Laios. C'est plus qu'un père abusif ou qu'un tyran. Pourquoi le fait-il interner? Parce que Hans Gross, il a un objectif. C'est un homme qui sert son pays. C'est un homme qui sert son empire. Il veut transformer la police autrichienne. D'ailleurs, il a aussi une grande influence sur la police allemande et la police suisse. Il veut créer un institut du crime. Avoir un fils qui, très tôt, Otto Gross, s'engage dans l'anarchisme, s'entoure de gens de bohème, d'artistes, ce qu'on dirait des artistes de gauche à l'heure actuelle, et attaque les valeurs défendues par son père. Il les attaque extrêmement brutalement. Et son père n'a qu'une idée, c'est de le faire interner et le faire passer pour fou. Parce que pour lui, c'est intenable. Pour lui, vous imaginez un grand magistrat, avoir un fils anarchiste, c'est une horreur. Donc voilà, c'est ce qui se passe entre effectivement, et le père se conduit comme Laios, le père d'Oedipe, c'est conduit, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une envie, c'est d'abandonner son fils. Alors, il y a dans la destinée d'Otto Gross, telle que vous la racontez, une sorte d'abjection radieuse ou de déchéance triomphale, pardon pour les oxymores, et pour continuer, je dirais même une sorte de folie alliée à une rage de destruction. Mais ce qui me frappe plus que tout dans ce livre, c'est, plutôt dans le personnage d'Otto, c'est sa radicalité. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne fait pas de différence entre ses théories et sa vie. Alors, on a compris que c'était il est médecin à la base, c'est un neurologue, il est psychanalyste, c'est un disciple de Freud, mais lui, son engagement dans la vie, c'est de détruire la société patriarcale, de rendre leur liberté aux femmes, de libérer les forces de l'éros. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un vrai pionnier de la liberté sexuelle. Entre sa pensée et sa vie, il n'y a pas de différence. Il vit la liberté sexuelle, il a énormément de femmes dans sa vie qu'il pousse à vivre selon les règles du matriarcat, c'est-à-dire sans mari, en élevant leurs enfants seuls. Otto Gross, il veut créer une nouvelle génération de femmes qui élèvent seules leurs enfants et il ne veut plus que les hommes aient des contacts avec ses enfants parce qu'il pense que les hommes sont porteurs d'une névrose de puissance. Et qu'il faut guérir la société. C'est son idée. Je sais pas si c'est très... Je lis un extrait, ce dialogue entre le directeur de l'asile où il est interné et Otto Gross. Vous êtes incapable de renoncer à la drogue et d'établir un plan de vie un tant soit peu. La vie se fiche des plans.
Je sais, la beauté de la vie, c'est la vie, etc., etc. Mais depuis que vous êtes ici, tout le monde parle de Bakounine, Kropotkin, Stirner et consorts. Je dois reconnaître que j'ai beaucoup appris en découvrant leurs textes, mais tout cela est déraisonnable. La société réclame des valeurs solides. Vous voulez dire des prisons solides? Qu'entendez-vous par valeur? Je vois la générosité, la religion, la morale, le travail, le respect de notre empereur. Lui, je traduis, égoïste de classe, superstition, abstinence, esclavagisme, matérialisme, tyrannie, obscurantisme. On ne vous imaginait pas, Marie-Laure, à ce point tentée par la dernière extrémité, la fureur, l'excès. Vous-même, l'imaginiez-vous? Non, alors pas du tout. Si vous voulez, moi, j'ai vécu 2 ans en face d'Otto Gross. Tous les jours de ma vie, je me disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais avec un homme comme celui-là? Mais au fil Votre du mari temps, était au courant? il était au courant, le pauvre. Oui, nous avons mené une enquête sur les traces de Jung et sur les traces d'Otto Gross ensemble. Vraiment, c'était assez extraordinaire. Mais en fait, plus sérieusement, plus je suis rentrée dans le cœur de la pensée d'Otto Gross, et plus j'étais persuadée, et vraiment persuadée, qu'il était quelque part urgent de remettre ces idées, de les faire revenir à la surface. Parce que sa conception de la société, sa conception qui consiste à dire que la morale, le dogme, contraint tellement les êtres qu'ils n'ont plus qu'une envie, c'est de se castagner les uns les autres, plus qu'une envie, c'est l'intolérance. Et son analyse des répercussions d'une telle société sur la relation entre l'homme et la nature est absolument fascinante. Et elle sous-tend je dirais qu'elle sous-tend toutes les théories écologiques qui existent actuellement. Un raccourci un petit peu... En écrivant ce livre, qu'avez-vous découvert sur vous-même que vous puissiez nous révéler sans trahir un secret? Que vous puissiez dire devant votre mari et vos amis sans trahir un secret? Ah oui, non, ça, merci Frédéric. Eh bien, j'ai trouvé... C'est très compliqué. Et devant ses parents, pardon. Oui, j'avoue. Oui. Non, on va changer de question. On va passer à autre chose. Non, parce que je ne sais pas ce qu'on découvre de soi quand on... Il faut tenir bon face à un personnage comme Otto Gross. Il faut tenir bon effectivement, parce qu'il y a un hiatus tel, évidemment, Marie-Laure de Cazotte face à un grand anarchiste. Il y a effectivement un paradoxe total. Mais ce paradoxe, je crois que je l'ai surmonté. C'est peut-être ce dont je suis le plus fier. Voilà. La drogue joue un rôle important, je continue là. La drogue joue un rôle important dans sa vie. Je lis, page 55. Je ne suis pas convaincu, comme vous dites, professeur. La morphine, l'opium, la cocaïne, chaque substance a sa grandeur et ouvre des possibilités infiniment supérieures à ce qui est offert par le conscient. Réfléchir sous l'emprise de cette magie est extraordinaire. La pensée n'est plus bloquée par les inhibitions, les émotions, les préjugés. Mais l'accoutumance, évidemment, l'accoutumance, c'est une tierce personne avec laquelle il est imposé de vivre, vous comprenez? Elle est là, plus haute que soi, à l'égal d'un Dieu réclamant sa prière et qui, par sa présence, écrase. Il rougit légèrement et baisse les yeux, jusqu'à la possibilité d'aimer. Oui. Qu'en savez-vous? Non, d'abord, Otto Gross s'est beaucoup exprimé sur sa relation avec la drogue. Et effectivement, il disait toujours qu'elle lui permettait de dépasser ses inhibitions. Et puis, je crois j'ai eu quelques exemples autour de moi de gens qui m'ont expliqué beaucoup de choses. Mais il faut quand même savoir qu'avant 1914, la drogue n'a pas le caractère transgressif qu'elle a maintenant. La cocaïne était en vente libre, elle était sur toutes les tables des cafés de Schwabing, de quartier de la Bohème de Munich. Freud lui-même, avant son mariage, il rêvait de devenir marchand de cocaïne. Il disait à sa femme, on va faire une fortune, tu vas voir. Et
Et il avait même écrit un petit manuel qui s'appelait Hubert Coca, de la cocaïne, où il décrivait les bénéfices de ça. Et Freud, lorsqu'on lui a dit, lorsqu'un neurologue l'a attaqué, il lui a dit « Mais est-ce que tu te rends compte des désastres de cette drogue ?» Il ne s'est jamais dédié, enfin en tout cas pas avant les années 20. Donc on est... Et il est mort d'une crise de manque, enfin il est mort de ça. Oui, oui. Il expliquait que le pire destin pour un humain était de devenir la projection que se faisaient de lui ses parents. Il clamait que nos sociétés étaient peuplées d'êtres fantômes, de spectres haineux et destructeurs, ignorant tout d'eux-mêmes, et la Terre en grand danger parce que nous avions tous oublié qu'elle est la matrice de la vie. Il voulait libérer les forces de l'Éros. C'est quoi son projet? C'est l'amour libre, c'est le matriarcat, c'est le féminisme, l'anarchie, l'écologie. Il est aussi... il est végétarien, dès son plus jeune âge. Et la défense du droit des animaux, qui est aussi quelque chose. C'est quoi le projet? Aude-Gros, c'est tout ça à la fois, mais Aude-Gros, c'est aussi un homme qui a un destin quasiment christique. Son projet, c'est peut-être un petit peu grandiloquent de dire ça, mais son projet, c'est l'amour entre les hommes, et l'amour entre les hommes et la nature. Il a vraiment cet élan-là, à travers tous ces aspects. Il caresse le corps lentement, maladroitement, inquiet du poids de sa main, de ses ongles qui pourraient griffer, de son souffle trop chaud peut-être. Pendant un bref instant, le visage de sa mère se superpose à celui de la jeune femme, et il entend, comme s'il était encore ce gamin de 7 ans dans la chambre parentale, un grognement. Il vient de sa propre gorge. Doppelgänger. L'idée de fuir surgit, il la chasse en glissant ses doigts entre les jambes de Frida. La peau se perle d'une infinité de gouttes, les veines du cou enflent, la bouche s'entrouvre sur un murmure inouï, une musique venue d'ailleurs. Le ventre se durcit, se creuse, la colonne vertébrale s'arque. Il a la sensation de mettre au monde une puissance colossale, une énergie ou une sorte de miracle religieux, mystique. Elle est autre, extraordinairement habitée par le plaisir, débordée par lui, absente. Son souffle se raccourcit, son visage se tord, se transfigure dans une grimace étrangement tragique qu'accompagne un frémissement de toute la chair et enfin un cri. Je me suis mis dans la peau de ce jeune homme qui a été vierge très tard, qui n'avait pas une si grande confiance en lui, mais qui était doté non seulement d'un intellect, mais d'un esprit très, très supérieur. Lorsque Otto entre, en sexualité, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe du côté de la femme. Cette transformation extraordinaire du plaisir de la femme. Et sa théorie sur les roses, en fait, elle est extrêmement profonde, parce qu'il considère que c'est par l'expression de l'éros que l'homme peut rejoindre les forces cosmiques, les forces de la nature. Ça, c'est encore Dionysos. C'est Dionysos, c'est aussi très, très nietzschéen. Et lui, il veut absolument que la jeunesse... Alors, évidemment que quand on apprend que Aude-Gros a organisé des orgies sexuelles, on se dit, mais mon Dieu, quel affreux personnage. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'est que la jeunesse se libère du carcan moral, qu'elle connaisse le désir pour le désir, que les femmes vivent autre chose que ces trois états qu'on leur imposait à l'époque, qui étaient la virginité, le mariage et la procréation. Vivre le désir pour le désir, pour Otto, c'était participer des forces. Parce qu'il a aimé les femmes, il a été aimé les femmes et il leur a fait des enfants. Oui. C'était pas... Enfin, je veux dire, Oui, il leur a fait des enfants, il a eu 3 enfants, et dont il ne s'est jamais occupé. On lui a évidemment reproché, mais il allait jusqu'au bout de ses convictions. Il se considérait lui-même comme un Moïse. Il se considérait comme un esclave sur le point de se libérer, mais porteur des stigmates de l'esclavage, porteur de la névrose de puissance. Il ne voulait pas s'occuper de ses enfants parce qu'il pensait qu'il allait leur transmettre ses propres névroses. Il voulait vraiment que les femmes s'occupent exclusivement des enfants pendant une génération. Vous dites, page 250, Carl Jung avait absorbé ses théories sur l'éros et la liberté comme un buvard et, comme lui, chassé l'ombre de Freud de son chemin. Où est-ce que vous situez-vous Aude-Gros parmi les précurseurs de la psychanalyse, donc entre Freud, auquel il va s'opposer,
Et Jung, qui d'abord le considère comme un frère, enfin qui le traite même comme son frère jumeau, et qui finira par le relier et le déclarer dément. Il est un peu l'oublié, non hein, vous citez... C'est-à-dire qu'en fait, oui, d'abord, Otto Gross est un pionnier... On ne sait pas trop où le situer dans cette... c'est très compliqué, l'histoire de la psychanalyse. Oui, mais parce que c'est un pionnier de ce qu'on appelle maintenant la gauche freudienne. Il était dans le clan de ceux qui considéraient que la psychanalyse devait être engagée sur le plan politique, engagée sur le plan social. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi soigner les êtres si on laisse les infections traîner? Pourquoi ne pas s'attaquer directement à la société et régler ce problème-là d'abord? Donc les thèses, voilà, il était tout à fait dissident. Il faut aussi savoir une chose, c'est qu'à l'époque, donc avant 1914, Freud cherchait à agrandir la psychanalyse et à la sortir de ce qui la menaçait à l'époque, c'était d'être classé comme un trait culturel juif. Freud était à Vienne, tous ses acolytes, tous ses adeptes étaient des médecins ou des savants d'origine juive, et il cherchait désespérément quelqu'un qui soit à sa hauteur et qui soit d'origine chrétienne. Et il avait mis en concurrence Carl Gustav Jung et Otto Gross. De façon assez perverse, il avait déclaré ça à Carl Gustav Jung. Est-ce qu'il savait à quel point Carl Gustav Jung était un homme extrêmement dual, un caractère très... Enfin, je veux dire, c'était un homme qui était assez jaloux, qui avait une ambition colossale, et il a réveillé en Carl Gustav Jung, je dirais, une pulsion à la fois d'amour et de destruction à l'égard d'Otto Gross. La relation qui unit ces deux-là, Carl Gustav Jung et Otto Gross, est une des histoires les plus ambiguës de la psychanalyse. Parce qu'effectivement, Otto Gross a été le patient, à un moment donné, de Carl Gustav Jung. Il a totalement pris le contrôle sur Carl Gustav Jung. On le voit un peu dans le film de Cronenberg, Une méthode dangereuse. Et il a véritablement fait passer... Vincent Cassel qui joue le rôle. Oui, Vincent Cassel qui joue d'ailleurs magnifiquement le rôle. Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe en amont et en aval. Mais Otto Gross va faire passer Carl Gustav Jung, enfin, il fait passer deux étapes. La première, qui n'est peut-être pas très glorieuse, mais qui a eu un impact très fort sur Jung, c'était l'étape de l'adultère. Carl Gustav Jung était très amoureux d'une de ses étudiantes et n'osait pas y aller. Et le fait qu'il ait franchi ce barrage a transformé sa vie. La deuxième chose, c'est qu'il a fait comprendre à Jung qu'il n'était pas fait pour l'hôpital psychiatrique, que sa grandeur était ailleurs, dans ce qu'ils appelaient à l'époque la grande mémoire. Jung était, hypnotisé par Otto Gross. Seulement Otto Gross, lui, à un moment donné, quand il était enfermé sous la tutelle de Jung, il ne supportait plus sa présence et il s'est échappé de façon très aventurière de cet hôpital. De ce moment-là, il a déclenché chez Jung une haine colossale. Et Jung n'a eu de cesse que d'essayer de le détruire en le faisant passer pour un schizophrène. Ce qui n'était pas. Il était dingue, mais il n'est pas schizophrène. Dieu n'existe pas, Hugo. C'est un leurre pour petits bourgeois. Oh, ne nous emmerde pas avec tes trivialités de boutiquier, veux-tu, avait rétorqué Landauer à l'importun avant de se tourner vers lui. Qu'est-ce qu'en dit la psychanalyse, Otto? Elle ne prononce pas Dieu, Gustave. Elle dit pulsion de vie et éros. Est-ce la même chose? La proclamation de Nietzsche, Dieu est mort, appartient au siècle précédent qui se termine sous ses yeux. Lui-même s'était dit athée, mais ça n'a plus de sens. Dieu, Dei, est la lumière. Nier sa présence revient à nier la vie elle-même. Carl Gustav Jung recherche le mystère, la magie, le paranormal, la révélation, le conte, quand tout est là, tout le temps et partout. Le tracé d'un insecte xylophage dessinant ses hiéroglyphes sur le bois en dit plus long que tous les rites ne servant qu'à écarter la peur de la mort. Ce débat sur Dieu, on n'imagine absolument pas qu'il soit... Pour moi, c'est une immense surprise de découvrir dans les milieux de l'anarchisme pacifiste, des grands mystiques, juifs comme chrétiens. L'un des grands maîtres de l'anarchisme, qui s'appelait Gustav Landauer, avait traduit en allemand moderne les textes de Maître Eckhart, c'est-à-dire un des plus grands mystiques du Moyen-Âge. Il y avait
Il avait à ses côtés aussi Otto Gross, le fondateur du dadaïsme, qui n'est pas Tristan Tzara, mais Hugo Ball. Lui était un passionné de Denis l'Aréopagite, un grand mystique du 8e siècle. Le débat sur Dieu au sein de ces milieux anarchistes était extrêmement fort. On les imagine comme des athées, ni Dieu ni maître, mais en fait c'était des gens qui étaient des grands spirituels. Des panthéistes aussi, il y a une dimension... Je crois que tous, si vous voulez, les forces de l'éros, les forces de la vie, la grande mystique chrétienne, la force de l'amour, au fond, c'est ce qu'ils avaient tous en commun.